Bonjour, bienvenue à vous. Nous sommes sur France 3 Occitanie en direct, s'il vous plaît, pendant 52 minutes pour une journée, une émission spéciale consacrée aux Journées du patrimoine. Et vous allez voir que nous allons vous faire voyager pendant 52 minutes à travers les 13 départements de notre grande région. Traditionnelle Journée du patrimoine puisqu'elles sont célébrées depuis 34 ans dans toute l'Europe. Premier lieu, c'est ici à Saint-Jean-du-Gard, dans le musée des Vallées Cévenol, la Maison Rouge inaugurée officiellement ce matin. On en reparlera dans quelques minutes. Mais sachez qu'il y aura plusieurs fils rouges, à commencer par le principal à 200 quelques kilomètres à vol d'oiseau, je précise, de Saint-Jean-du-Gard. Il y a Toulouse, notre capitale régionale, où nous attend dans un lieu aussi exceptionnellement ouvert aujourd'hui au public. Nicolas Albrand. Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Eh bien oui Philippe, nous sommes dans un lieu d'exception, effectivement devant le Dôme de la Grave, en bord de Garonne, à Toulouse. Un lieu emblématique de la ville rose. Beaucoup de Toulousains photographient cet endroit, beaucoup de petits Toulousains sont nés ici car le lieu a abrité pendant de longues années une maternité. Aujourd'hui, le Dôme et la chapelle qui l'abrite sont en rénovation, mais exceptionnellement ouverts au public à l'occasion de ces journées jusqu'à demain. On devrait bientôt savoir ce que va devenir ce lieu, sans doute une cité des arts. Ça, on va en reparler tout au long de cette émission. Retour chez vous, Philippe Sens, à Saint-Jean-du-Gard. Alors Saint-Jean-du-Gard, Toulouse aussi en Haute-Garonne, mais je vous le disais, nous allons voyager à travers les 11 autres départements de notre grande région Occitanie avec des reportages, mais aussi des directs. Régis Cotias, par exemple, nous attend dans le froid au sommet du pic du Midi à plus de 2800 mètres d'altitude. Anne-Sophie Mandrou a les pieds dans l'eau du côté du fort de Brescou à Agde, dans l'Hérault, dans le golfe du Lion de la Méditerranée. Il y aura Jaurès en invité aux côtés de Claire Sardin dans la gare de Carmaux dans le Tarn. Et puis nous parlerons aussi du patrimoine immatériel comme la musique ou la gastronomie. Et là, c'est le gourmet Jean-Michel Escafre qui sera en direct de Castelnaudary dans l'Aude. Mais d'abord, cette Maison Rouge ici à Saint-Jean-du-Gard dans les Cévennes, c'est une ancienne filature qui a fermé ses portes en 1964. Elle performait, elle travaillait énormément au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est devenu un musée basé sur la collection d'un passionné, Daniel Travier. Visite guidée signée Josette Sana et Olivier Brachard. Des outils et des hommes, le Nouveau Testament, une bibliothèque de riches bourgeois du XVIIIe, le musée nous plonge d'entrée dans le raffinement d'une société imprégnée de culture jusque dans ses campagnes. Le livre est fondamental dans les Cévennes. Cette culture ne concerne pas que la bourgeoisie, mais aussi l'ensemble du peuple. Ce goût pour l'écriture, pour le livre, pour l'écrit, vient de l'appartenance au protestantisme des Cévennes. Très tôt, quand le protestantisme s'installe, au XVIe siècle, on va apprendre à lire aux gens pour qu'ils puissent lire la Bible. Puisque pour le protestantisme, chacun doit avoir directement accès à ce qui est la parole de Dieu. Pendant plus d'un demi-siècle, Daniel Travier a glané des milliers d'objets et de témoignages. Il est intarissable sur l'histoire d'un territoire façonné de main d'homme et qui a dû s'adapter à la problématique de l'eau et des glissements de terrain. L'outil fondamental de ce pays, c'est ce panier qu'on appelle un terrairo, où on voit la racine terre à l'intérieur, dans lequel, sur le dos, les hommes portaient la terre sur les terrasses, montaient le fumier, descendaient les récoltes. Et comme ils n'aiment pas toujours, malgré les murs, ils avaient créé des pièges dans les cours d'eau et ils allaient régulièrement curer ces cours d'eau pour remonter la terre sur les terrasses. Marion Lyonnais a mis en scène ces milliers d'objets pour les rendre vivants. Elle s'est inspirée de Samuel Bastide, un conférencier cévenol qui a parcouru la région avec sa lanterne magique. Ce conférencier se baladait avec sa lanterne magique et il peignait lui-même des plaques où il racontait les histoires des Camisards. J'ai voulu utiliser ça comme fil conducteur avec des techniques modernes de verre imprimé rétroéclairé qui vont chaque fois accompagner les collections dans des ambiances de lumière différentes pour associer l'humain à l'objet. Clin d'œil de l'histoire, Maison Rouge a été la première filature de soie des Cévennes et la dernière en France à cesser son activité. Pour sa réouverture, avec cette extension, la vieille dame ne s'est pas contentée d'un lifting, elle a bel et bien, elle aussi, ressuscité. Et avec nous, Carole, Isa, bonjour. Vous êtes la conservatrice de ce musée des Vallées Cévenol et des musées aussi d'Alès Agglomération. Quelle est l'importance d'un espace muséographique comme celui-ci de terroir, qui raconte la vie d'un terroir, c'est ça ?
Oui, qui raconte même plus, je dirais, la vie d'un territoire, encore plus que d'un terroir, la vie des Cévennes. On appelle ça des musées de société, ce sont des musées d'ethno. Il y en a tout un réseau en France, mais celui-ci a la particularité d'être un très grand et très beau musée sur les Cévennes. Parce qu'on y voit l'évolution finalement de la vie au quotidien des gens. Tout à fait, depuis le XVIIIe siècle et jusqu'à nos jours. Ce n'est pas uniquement un musée d'histoire tourné vers le passé, c'est aussi un musée qui parle des Cévennes d'aujourd'hui. Alors on est dans un lieu pourtant qui a marqué énormément la vie économique de ce territoire. C'était une filature. Tout à fait, jusqu'en 1965, donc pendant plus de 150 ans, il y a des centaines de femmes qui, dans cette salle, ont dévidé des cocons et ont fabriqué de la soie. Donc c'est un lieu chargé d'histoire pour Saint-Jean-du-Gard, mais pour toute la vallée et même pour toutes les Cévennes, je dirais. Alors j'allais vous dire, c'est un lieu chargé d'histoire, ok, mais comment on fait passer le message aux jeunes générations? C'est-à-dire, est-ce que les jeunes générations, elles peuvent être passionnées par ça? Comment on les attire? Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont passionnés, férus d'histoire, mais on a aussi tout un dispositif de vidéos, de bancs sonores. Et à partir du mois d'avril, on aura une application numérique pour un jeu ludo-pédagogique pour les enfants. Et puis des explications pour les adultes. On sait qu'aujourd'hui, il faut être connecté, donc avec des flashcodes, avec le smartphone, une tablette, on pourra avoir les informations tout de suite, puisqu'on est dans une société qui va très vite aujourd'hui, mais on aura tout branché. Ça veut dire que vous allez véritablement œuvrer, travailler en direction des jeunes, c'est ça? Oui. La jeune génération. Tout à fait. Alors envers les scolaires, évidemment, avec les enseignants et des groupes en faisant des visites et des ateliers pédagogiques, mais aussi envers les familles qui viennent le week-end ou pendant les vacances pour que tout le monde y trouve son compte dans la visite, entre ceux qui prennent le temps de lire les explications et puis les plus jeunes qui seront avec une tablette ou avec les smartphones pour faire des jeux et essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans ce musée et quel est l'enjeu pour l'identité cévenole. Finalement, le passé peut continuer à vivre. Je me suis promené, j'ai visité les collections permanentes qui sont ouvertes jusqu'en décembre. Après, vous allez fermer pendant 3 mois, puis vous allez rouvrir définitivement à partir de janvier, le temps de fignoler tout. J'ai vu que l'on parlait aussi, par exemple, de l'importance de l'eau, du travail qui était fait, on le sait, dans les Cévennes avec les épisodes Cévenols pour lutter contre ça ou bien contre la sécheresse. Oui, alors on aborde les différents points, des différentes composantes qui font les Cévennes, comme je vous le disais, d'aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'un musée historique, mais pas que, un musée de société, aujourd'hui, vous parlez du passé, je pense qu'on ne peut pas savoir qui on est aujourd'hui si on n'a pas un peu de recul sur le passé et on peut construire le monde de demain en sachant d'où on vient. Merci Carolisa. Alors ce patrimoine, il faut le mettre en valeur, le faire connaître, le transmettre, mais aussi le protéger parfois des convoitises, parce que le patrimoine, ça peut devenir, Carolisa vous le disait, un outil de marché, quelque chose qui peut faire exister demain des emplois. Comme l'a vécu l'Aïole, 1200 habitants, nous sommes sur le plateau de l'Aubrac, dans l'Aveyron. Elle s'est retrouvée, allez, on peut le dire, l'expression est bonne, à couteau tiré avec un homme d'affaires. Mathilde de Flaménil et Serge de Kecker nous racontent ça. Des églises, des châteaux, des vieilles pierres, l'Aveyron n'en manque pas. Mais à l'Aïole, c'est entre couteau et fromage qu'on célèbre le patrimoine, bien vivant, bien fragile aussi. Ici, les richesses locales sont synonymes de combat depuis 25 ans, un feuilleton juridique ubuesque très sérieux. C'est une longue histoire, aussi vieille que ces gestes et objets devenus l'emblème d'une commune, l'Aïole. Ici, les métiers sont rares et les spécialités locales très précieuses. Les entreprises qui portent les métiers, c'est surtout les entreprises territoriales. Entreprises territoriales, c'est les entreprises qui vivent, j'allais dire, dans toutes ces petites communes, dans tous ces territoires, qui sont sur des produits plutôt notoires de notoriété, dans le sens qui se posent sur le nom d'un territoire. C'est-à-dire que nous, typiquement, le couteau de l'Aïole, c'est pas le couteau de Lille, de Dunkerque ou de Calais, c'est le couteau de l'Aïole. Depuis le 19e siècle, on a donc tout fait ici pour que ça continue. Tout, à un détail près, déposer la marque, un aspect juridique tombé aux oubliettes. En théorie, le nom d'une commune n'appartient à personne, c'est-à-dire potentiellement à tout le monde, en fait, au premier qui le demande. Le plus malin, c'est un homme d'affaires de banlieue parisienne. En 1993, il dépose la marque l'Aïole et vend sous cette étiquette prestigieuse un tas d'objets venus de Chine ou du Pakistan, vous l'avez deviné, sans aucun lien avec le patrimoine local. La suite est une éprouvante bataille entamée par la forge de l'Aïole. Après 2 décennies de procès, victoire, l'homme d'affaires perd la marque pour les objets coupants. Et pour cela seulement. En clair, la vente d'un tas d'autres produits asiatiques estampillés l'Aïole continue, empêchant de ce fait la commune d'utiliser son propre nom. La commune de l'Aïole a une âme, et une âme très forte, justement, qui se traduit par tous ces produits identitaires et patrimoniaux. Quand on sait qu'un produit qui peut être fabriqué à l'Aïole, avec le nom l'Aïole, peut être un produit de contrefaçon d'un produit chinois qui porte déjà le nom l'Aïole. Voilà, l'aberration. Devant les tribunaux, le droit des marques l'emporte donc. Bras de fer douloureux pour la commune, elle aussi en procès. Dépossédée de son identité, elle décroche symboliquement son panneau en septembre 2012.
Enfin, dernier rebondissement il y a un an, la Cour de cassation annule le jugement, énième renvoi devant les tribunaux, mais surtout, nouvel espoir pour l'Aïol et tous les acteurs locaux investis dans le patrimoine local. La coutellerie de l'Aïol et ses célèbres couteaux, célèbres dans le monde entier. France 3 Occitanie en direct cet après-midi à l'occasion des Journées du patrimoine. Nous sommes toujours en bord de Garonne devant le dôme de la Grave qui abrite une chapelle exceptionnellement ouverte au grand public jusqu'à demain. Le professeur Jacques Frexinos nous a rejoint. Bonjour, professeur de médecine, historien, fin connaisseur des hôpitaux de Toulouse. Alors professeur des hôpitaux de Toulouse qui sont très anciens, ils existaient déjà ici au Moyen-Âge. Oui, c'était à la fin du XIIe siècle, pratiquement, qu'on comptait une vingtaine déjà de maisons de charité. Ce n'étaient pas des hôpitaux. C'était autour de chaque église, de chaque paroisse, une maison d'accueil pour les pauvres, malades ou pas. Il y a eu un grand moment aussi, une étape importante pour ces hôpitaux, c'est la très tristement célèbre peste noire. Beaucoup de malades étaient accueillis ici à cette époque. Il y a eu effectivement cette catastrophe qui a touché toute l'Europe et qui a enlevé par grandes équilémies plus d'un tiers de la population, y compris bien sûr à Toulouse. Et puis autre époque marquante pour les hôpitaux de Toulouse, c'est ce qu'on a appelé, là on est plus tard, au XVIIe siècle, le grand renfermement. De quoi s'agit-il ? C'est toujours un peu la marque de la Grave, d'être l'hôpital de la misère, du malheur. Après la peste, il y a eu la famine. Après la famine, il y a eu le désordre. Et après le désordre, il a fallu faire la sécurité. On est allé chercher tous les mendiants de la ville qui perturbaient en quelque sorte la vie de la société et on les a renfermés, le terme est renfermement, dans la Grave. Et ça a duré quand même quelques décennies. Ça a duré quelques décennies, qui étaient en plus en alternance avec des poussées d'épidémies de peste. Alors tantôt c'était les pestiférés, tantôt c'était les renfermés. Un mot sur la chapelle qui est juste à côté, ici, la chapelle à Saint-Joseph. À quoi servait-elle ? C'était, comme tout hôpital, le lieu de prière de la chapelle, car ces hôpitaux, sous l'Ancien Régime et même après, étaient tenus par des congrégations religieuses, essentiellement. Nous étions dans une France, on peut dire, chrétienne et même catholique. Et c'était cette religion qui dominait tous les secours charitables à ce moment-là. Une chapelle et un dôme qui ont été longs à construire, puisque ça a débuté au XVIIIe, mais ça s'est terminé un siècle vers 1840. avec, voilà, absolument, avec des perturbations, des intempéries, etc. Oui. Et aujourd'hui, ce week-end, beaucoup de Toulousains sont heureux parce que beaucoup sont nés ici, ont eu des enfants qui sont nés ici quand c'était une maternité. Des milliers de Toulousains passent ici devant tous les jours, mais très peu de gens finalement sont rentrés dans cet endroit d'exception. Eh bien oui, depuis que la maternité a fermé, il n'y a pratiquement plus de services religieux et cette chapelle a été, comme on dit, exsacrée au mois de décembre 2016. Jacques Frexinos, professeur, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Nous allons à présent un petit peu plus au nord de la région, dans le Lot, direction Cahors, pour découvrir le collège Gambetta, qui est ouvert au public également ce week-end. Vous allez voir que le lien avec la médecine est tout trouvé, puisque, outre le très joli bâtiment, eh bien, ce collège abrite un étonnant cabinet scientifique, un cabinet de physique. Visite signée Yusha Asenji et Jean-Pierre Josse. Avec 800 élèves, le collège Gambetta est l'un des principaux lieux d'enseignement à Cahors. C'est un bâtiment ancien qui est chargé d'histoire puisqu'il date du Moyen-Âge. Mais son architecture actuelle, il la doit aux jésuites qui l'ont occupé au XVIIe siècle. Ils y ont notamment emménagé une chapelle qui sert aujourd'hui de support pédagogique. Alors ici, on est dans une partie importante d'une église, vous avez dans toutes les églises, qui s'appelle la nef. On y amène régulièrement nos élèves. Puisque que ce soit un sixième donc avec le christianisme, donc on traite le christianisme en sixième en histoire, et puis un cinquième également, donc on retrouve la religion chrétienne. Ça constitue un outil pédagogique voilà, dont beaucoup de nos collègues sont jaloux d'ailleurs, puisque c'est un privilège de pouvoir avoir dans un collège une chapelle aussi ancienne. Je suis ici dans la salle dite des déclamations. C'est ici qu'ont lieu les conseils d'administration et parfois les conseils de discipline du collège. Madame Mariotto, vous êtes l'ancienne intendante du collège. À l'époque des Jésuites, cette salle était déjà la plus importante de l'établissement. Oui, effectivement, dans cette salle se déroulaient les joutes oratoires, qui étaient une des bases de l'enseignement des Jésuites, et elles se déroulaient en public. C'est pourquoi nous avons un plafond richement décoré qui représente les figures féminines de l'Antiquité, les Sibylles, de l'Ancien Testament,
pour vénérer la Vierge Marie, la mère de Jésus, le culte marial étant très important dans l'enseignement des jésuites. Madame Mariotto, merci pour ces explications. Ce qu'il faut savoir, c'est que la salle des déclamations n'est pas la seule curiosité de l'établissement. Le collège héberge aussi un cabinet de physique, vous allez le voir, est tout à fait étonnant. Dans le cabinet de physique, 1500 instruments anciens sont toujours conservés. Parmi les plus remarquables, un œil anatomique entièrement démontable, ce pyromètre servant à mesurer la dilatation des métaux, ou encore les hémisphères de Magdebourg. Au XVIIe siècle, ce dispositif a servi à démontrer la notion de pression atmosphérique. Il y a eu une expérience historique qui a été faite. Après avoir fait le vide à l'intérieur, deux attelages de 8 chevaux n'ont pas pu les séparer sans qu'il y ait de fixation. Les élèves du club de sciences travaillent désormais avec des matériaux plus récents. La collection et le décor insolite du cabinet sont là pour rappeler les différentes étapes du progrès scientifique et se souvenir qu'ils étudient dans un collège qui ressemble parfois à un musée. La chapelle, la salle des déclamations, le cabinet de physique et même le clocher se visitent exceptionnellement une fois dans l'année. Alors dépêchez-vous parce que c'est maintenant à l'occasion des Journées du patrimoine. Alors Cahors, Laguiole, Toulouse et aussi Saint-Jean-du-Gard, nous nous trouvons ici au musée des Vallées Cévenols. Vous le voyez, le patrimoine est varié. Il peut être aussi environnemental, naturel et même scientifique. Vous allez le voir à 2877 mètres d'altitude où nous grimpons maintenant au sommet du pic du Midi avec Régis Cotias. Bonjour Régis. Et je pense qu'à 2877 mètres d'altitude, ça doit cailler un petit peu, non ? Ah oui, il fait quand même clairement frais. Les gants sont indispensables pour supporter le froid. Moins 5 degrés ici même sur la terrasse de l'observatoire du Pic du Midi. Avec une météo changeante, ce matin, grand beau, ciel dégagé. Et maintenant, vous le voyez, des petites averses de neige et même des quelques grêlons qui s'abattent sur nous. Donc une météo changeante. Changeant aussi est la vocation du site de cet observatoire du Pic du Midi qui a connu plusieurs existences. Pour nous en parler, je me trouve en compagnie de Daniel Soucaz, le directeur du site. Bonjour Daniel. Bonjour Régis. Alors justement, l'histoire de cet observatoire, elle commence quand précisément ? Elle commence bientôt, enfin l'an prochain fera 140 ans, 1878, avec la première construction sur ce site par nos ancêtres, que sont l'ingénieur Nansouty et le général Vosna. D'accord. Concrètement, mais quelle était la vocation première d'observation ? La vocation première, au tout départ, ils sont venus pour de la météo. Et ils ne sont pas montés, comme on pourrait le penser aujourd'hui, pour faire de l'astronomie. Et l'astronomie a commencé début du 19e, puisque la première coupole ici a été construite en 1908. Mais je veux dire, on a eu le début de l'histoire, c'était donc effectivement ces relevés météo qui s'étaient engagés à prendre. Ils avaient commencé bien plus bas dans les années 1850 et on finit par venir aménager ce site. Et ce site a été en constante évolution. D'accord. Et concrètement, les observations donc astronomiques, c'était pour quoi ? Le Soleil, les planètes, les étoiles ? De quoi s'agissait-il ? En 1908, c'est Bayeau, donc c'était pour les étoiles, mais aussi pour le Soleil, puisque dans cette coupole, ensuite sur le site, on a trouvé Bernard Lyot, la coupole qui existe toujours, porte le nom de Bernard Lyot, qui est l'ancêtre et l'inventeur du coronographe qui fonctionne encore aujourd'hui sur site, bien sûr, modernisé. Et c'est ce que vous expliquez finalement à l'ensemble des visiteurs, ils peuvent, donc on parle de patrimoine ici scientifique, ils peuvent effectivement s'imprégner de ces connaissances scientifiques qui ont quelques dizaines d'années ? On a effectivement aujourd'hui, dès qu'on a ouvert au public, essayé de transférer un peu les connaissances donc à nos visiteurs. On a aujourd'hui une médiation qui tourne autour des étoiles, effectivement, de la partie scientifique, mais aussi tout autour de ce qu'on a pu faire sur ce site et notamment la découverte de ce fabuleux et unique panorama. D'accord, ok. Merci beaucoup, Daniel Soucaz. Panorama qui, pour l'instant, est obstrué, vous le voyez. Il fait mauvais temps ici, mais on peut voir donc l'ensemble des dômes qui sont les coupoles des différents télescopes. Et pour revenir au dôme, eh bien, on revient bien évidemment à Toulouse, à l'hôpital, ou plutôt l'ancien hôpital de la Grave, pour retrouver Nicolas Albrand.
Merci Régis Cotias. On va redescendre de 2877 mètres précisément pour retrouver le niveau de la mer et rejoindre le littoral méditerranéen. Nous partons à présent juste en face d'Agde pour découvrir le fort de Brescou, un îlot et son fort au large de la côte, un patrimoine menacé qu'il faut sauvegarder. Voyez d'abord ce reportage d'Isabelle Brice et Bruno Pancio-Villon. Voici Fort Brescou. Il a été édifié sur cet îlot volcanique au XVIe siècle. Son rôle initial, défendre Agde contre les navires des pirates, des Anglais, des Espagnols. Pas vraiment une réussite. Leurs canons n'étaient pas assez puissants, n'avaient pas la portée suffisante pour atteindre les bateaux. Donc Fort Brescou, ça a été un échec militaire? Comme d'autres îles fortifiées, Château d'If, Fort Boyard. Et il faudra trouver une utilisation à ces forteresses. Rien de mieux qu'une prison d'État. Et là, ça marche. Brescou devient une prison jusqu'à la Révolution française. Il y aura 50 tentatives d'évasion. Toutes se soldent par un échec et de sévères punitions. Ce lieu était une réserve de poudre dans un premier temps. Et dans la partie tout au fond, eh bien, on trouve les fameuses oubliettes de la forteresse. Arnaud a guidé les derniers groupes qui ont pu visiter les lieux. Le public était souvent fasciné par le tunnel. Il y a toujours une part d'imagination, peut-être liée aux fantômes, aux histoires qui couraient au niveau de cette forteresse. C'était très apprécié. Mais depuis 2009, les visites à l'intérieur sont interdites. Le fort tombe en ruine, il est devenu trop dangereux. En 2012, un groupe de passionnés agatois a monté une association pour sauver Brescou et réveiller les pouvoirs publics. Leur message a été entendu. La prise de conscience est établie, donc ce n'est plus qu'une question d'argent, une question de temps. Mais je serai encore plus heureux quand Brescou aura repris des fonctions, en l'occurrence une ouverture la plus large possible auprès du public. Au total, il faudrait débloquer 6 millions d'euros pour rénover l'ensemble du site. Un architecte du patrimoine devrait être nommé par l'État. Sa mission, d'abord dresser une liste des travaux à réaliser d'urgence pour sauver ce lieu si cher au cœur des Agatois et peut-être un jour le rendre aux visiteurs. Et l'on reste au fort de Brescou, au large d'Agde, où l'on retrouve Anne-Sophie Mandrou en compagnie du maire d'Agde. Anne-Sophie, le fort de Brescou, où les amoureux du site se mobilisent pour le sauvegarder. Et oui, se mobilise parce qu'on est quand même sur un endroit absolument incroyable, sur la seule île que compte l'Occitanie. Ici, 5000 mètres carrés de roches basaltiques. Ce sont les restes d'une ancienne éruption volcanique. Et puis il y a ce fort incroyable, vous l'avez entendu, ancien site militaire, ancienne prison d'État, mais qui est quand même dans un très très mauvais état aujourd'hui. Bonjour Gilles Détor, vous êtes le maire d'Agde. Et c'est à vous qu'appartient ce fort, à la ville d'Agde aujourd'hui. C'est un sacré héritage. Alors d'abord, on va faire un point sur cette fameuse collecte qui a été lancée. Vous en êtes où aujourd'hui ? Écoutez, 47 000 € ont été déjà recueillis auprès de nos compatriotes et la Fondation du Crédit Agricole nous a versé en plus 40 000 €. Voilà, donc grosso modo, 90 000 € ont été déjà récoltés. 90 000 € sur les 6 millions pour pouvoir lancer les travaux, ça fait pas beaucoup ça ? Oui, mais en même temps, c'est important de mobiliser la population pour un patrimoine aussi riche et je dirais en même temps qui représente la carte postale de la première station balnéaire de France, le Cap d'Agde. Donc c'est important de mobiliser tout le monde, mais bien entendu, nous avons lancé des dossiers auprès de la DRAC, auprès de la région, de l'Europe, voilà, de tous les partenaires institutionnels classiques. Et autre avancée importante, cet été, donc un architecte a été nommé, il est venu faire un premier état des lieux. Qu'est-ce que ça donne ? Écoutez, il a fait un premier constat, il va nous rendre son rapport mi-octobre. C'est un architecte du patrimoine qui a été choisi, quelqu'un de compétent et qui va nous donner le procédé à mettre en place pour rénover ce fort et déjà pour le sécuriser et le consolider. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ici ? De quoi vous rêvez, vous ? Écoutez, ici on pourra avoir une halte nautique, on pourrait avoir justement de quoi se ravitailler, de quoi boire un verre, éventuellement aussi raconter l'histoire de ce fort, parce qu'il a une histoire richissime depuis 1586, et puis pourquoi pas
peut-être un jeu télévisé. Voilà, on rêve de plein de choses. Style Fort Boyard, Fort Boyard languedocien. Oui, non, mais il y a plein d'idées en fait qui fourmillent, mais bien entendu, je dirais que tout ça, on est en train de le peaufiner, et en fonction de ce que nous dira l'architecte du patrimoine aussi par rapport à l'utilisation, parce qu'il n'y a ni l'eau ni l'électricité aujourd'hui, donc tout ça, il faudra peut-être l'amener. Pour l'instant, on en est à vraiment rénover, consolider, permettre au public de se réapproprier ce lieu emblématique. Et si vous n'arrivez pas à trouver l'argent, est-ce que vous seriez prêt à vendre l'île comme ça se fait pour certaines îles anglo-normandes? Non, ce patrimoine est très enraciné auprès des Agatois, et puis c'est la seule île de l'Occitanie, vous l'avez précisé, et je pense que ça doit rester un lieu public, et ça le restera. Dans combien de temps on pourrait imaginer une ouverture au public? Écoutez, si tout va bien, on doit démarrer les travaux l'année prochaine. Donc on souhaite que d'ici 3 ans, le public puisse revenir dans ce lieu qui offre une vue sur le golfe du Lion imprenable. Allez, le rendez-vous est pris. Avis à tous les mécènes qui veulent aider le fort de Brescou. Merci Gilles Détor. On va repartir dans les terres du côté des Cévennes rejoindre Philippe. Merci Anne-Sophie, effectivement ici à Saint-Jean-du-Gard. Merci Anne-Sophie au musée des Vallées Cévenols. On va rester en immersion dans le temps en quelque sorte. On va jouer les visiteurs un petit peu comme ce célèbre film, vous savez, où les héros changeaient d'époque. Eh bien figurez-vous qu'au château des Comtes de Foix en Ariège, les guides viennent du passé. C'est Laurent Wiesbach qui est sur place et qui nous le raconte. Bonjour Laurent. Avec 80 000 visiteurs par an, le château de Foix est le site touristique le plus fréquenté en Ariège. C'est bien, mais peut mieux faire, estime son propriétaire, le conseil départemental qui vise les 100 000 entrées par an. Pour cela, il a lancé un grand projet de modernisation, non pas de l'édifice lui-même bien sûr, mais de la manière dont il s'offre aux visiteurs. 2 belles tours carrées, une grande salle d'apparat, belle salle de stockage au rez-de-chaussée. La Chignole est l'un des 4 personnages historiques qui, depuis cette saison, décrypte l'histoire du château de Foix à travers sa petite histoire personnelle. Ce mercenaire venu de Gênes embarque dans sa visite guidée non conventionnelle, un public qui en redemande. Un peu fatigué sur le muret là. Moins ennuyante, moins thématique, plus décontractée. C'est plus intéressant, ça apporte un plus quoi, à la visite. On le vit davantage quoi. Donc là on va placer la flèche. On va l'encocher en fait sous la bague en métal. Brunissandre de Foix, elle, est l'intendante du comte Gaston Phébus. Sa fine connaissance des coulisses du château en fait un autre guide remarquable. Ce n'est plus du tout une guide entre guillemets conférence, moins de dates. Ça c'est important parce que finalement c'est pas ce que retiennent le plus les gens et beaucoup plus immersif. Et pour nous c'est un vrai plaisir d'amener de la médiation de cette façon. Oui, on va dire qu'on s'amuse en fait, sincèrement. D'ici 2 ans, les salles de la tour ronde du château seront entièrement réaménagées, toujours pour favoriser cette immersion. L'autre grande nouveauté, ce sera la transformation de l'ancien palais de justice au pied d'édifice en gigantesque musée. Un musée qui va intégrer le site et augmenter l'intérêt comme la durée de la visite. Libéré par le ministère de la Justice en septembre 2015, l'ancien palais du gouverneur va subir d'énormes travaux. Des ascenseurs permettront l'accès au pied du château pour les personnes à mobilité réduite et tout l'intérieur du bâtiment va être reconfiguré. Du point d'entrée sur la partie muséographique jusqu'à la sortie, on a tout fait pour que le cheminement soit continu. Ça veut dire qu'on a un certain nombre de percements dans les murs existants. J'ai déjà parlé de la mise à niveau des planchers. Après, le reste, c'est des espaces libres, c'est la muséographie qui va les investir. Coût total des travaux, 8 millions d'euros. Mais grâce à ces investissements, le château espère bien changer de dimension en termes d'attractivité et de retombées économiques. L'idée, c'est d'investir tous ces bâtiments que vous avez autour de vous, qui font 2000 m² et qui vont nous permettre de passer d'une heure et demie à 4 heures, 4 heures et demie de visite. Donc on va pouvoir garder des gens sur le territoire, faire consommer les gens sur le territoire. Le prochain gros rendez-vous au château de Foix, ce sera les 7 et 8 octobre prochains pour les médiévales. Une quarantaine de médiateurs seront mobilisés pour plonger le site et tous ses visiteurs en plein Moyen-Âge. Un avant-goût de ce qu'entend proposer le château de Foix quotidiennement à partir du printemps 2019. Spéciale journée du patrimoine en direct sur France 3 Occitanie. On change de département. Après l'Ariège, nous partons à présent dans le Tarn, retrouvé en direct en gare de Carmaux, Claire Sardin. Claire, vous êtes montée ce matin à bord du train de Jaurès avec beaucoup de passagers à bord de ce train historique autour de vous. Oui,
Oui, absolument, Nicolas. On y est encore d'ailleurs à bord de ce train, dans la voiture numéro 55, une voiture construite en 1932 et qui est classée monument historique. Alors c'est vrai que cette journée avec ce train de Jaurès a été un véritable succès. Près de 600 personnes ont fait le voyage ce matin entre Toulouse et Carmaux. Ils ont été accueillis avec des animations, de la musique et la journée est loin d'être terminée. Pour en parler, nous avons avec nous Thierry Hichard, qui est président de l'USIAC, l'Union des commerçants et artisans de Carmaux. Alors Thierry Hichard, pourquoi ce train d'abord s'appelle-t-il le train de Jaurès et quand a-t-il été mis en service ? Alors tout d'abord le train de Jaurès, pourquoi ? Parce que c'est bien sûr le train mythique de Jean Jaurès quand il était député et qu'il l'utilisait dès les années 1902 à la création justement du viaduc du Vior, dont nous célébrons beaucoup de fêtes et de cérémonies aujourd'hui. Et ce train est devenu un train mythique puisque c'était le train du député Jaurès, bien entendu, et que pendant toute la période des années 1900 jusqu'à 1900 à aujourd'hui, je dirais même, les gens ont encore dans le souvenir ce train. Et c'est pour ça que nous avons souhaité l'intituler déjà depuis 2009, le train de Jaurès, puisque nous avons déjà réalisé une première expédition en 2009 à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Jean Jaurès. Et c'est un train qui roule peu et qui est géré par une association de bénévoles, il faut le dire aussi. Voilà, alors ce train d'abord est basé à Toulouse, c'est l'association du train à vapeur qui gère ce train. Et donc on ne l'utilise que très rarement et exceptionnellement, et particulièrement nous, Union des commerçants industriels artisans du pays carmosin, nous ne l'utilisons qu'à l'occasion de très grands événements pour faire venir chez nous les gens de la région Occitanie qui arrivent un petit peu aujourd'hui de l'ensemble des départements de notre région. Alors, la gare de Carmaux vient d'être rebaptisée gare Baudin. Qui était ce fameux Baudin, l'homme qui a aussi construit le viaduc du Vior, un autre élément du patrimoine ? Paul Baudin, ingénieur, contrairement aux idées préconçues concurrents de Eiffel, puisqu'ils avaient postulé tous les deux sur le projet de la réalisation du viaduc du Vior dans les années 1898. Et du coup, Paul Baudin avait décroché ce marché et donc l'État et la SNCF lui a confié la réalisation de ce viaduc. Thierry Hichard, merci beaucoup. Je vous rappelle que la journée n'est pas terminée. Ici, le train va repartir d'ici une dizaine de minutes, direction Nocelles. Les voyageurs reviendront ensuite très tard dans la soirée, vers 1h du matin à Toulouse. Et à ne pas manquer également un grand feu d'artifice au viaduc du Vior, c'est à 22h30. Merci Claire, voilà qui va ravir tous les amoureux de ce patrimoine. Eh bien le patrimoine, ça peut être aussi une piscine publique, à l'instar de la piscine Molitor construite dans les années 30 du côté de Paris. Celle de Mirande dans le Gers, c'est plus récent, de 1969, c'est l'époque du béton, de Le Corbusier. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, bizarrement, la seule eau qu'il y a, c'est quand il pleut. Récit avec Odile de Becker et Jean-Pierre Duns. La pluie résonne sur les vestiges de ce lieu déserté. Le béton façonné y est toujours élégant. Courbes et lignes droites esquissent un espace autrefois dédié aux jeux aquatiques. Fermée en 2004, après 30 ans de bons et loyaux services, l'ancienne piscine du Bâtard d'eau de Mirande offre un univers hors du temps où seule la nostalgie résonne. Les meilleurs moments ici, c'est de nombreuses rencontres, des amies néerlandaises que je vois toujours, qui étaient enfants à l'époque. Je regrette aujourd'hui qu'elle ait été bouchée et surtout qu'elle ne soit plus exploitée parce qu'il y a... Je ne veux pas dire qu'il y a des fantômes qui sont encore présents, mais il y a énormément de souvenirs. Repéré par une jeune équipe d'architectes, le site, désaffecté, représenté dans un guide de balade sur le Gers, évoque toute une époque. C'est l'architecture moderne des 30 Glorieuses, quoi. C'est le béton. C'était une époque où il fallait construire vite aussi. Il fallait, là, c'était vraiment, en plus, les piscines, ça a été des équipements un peu de masse, quoi. Et l'idée, c'était de trouver l'innovation à la fois économique et technique. Et le béton, par exemple, parce que c'est beaucoup l'architecture de béton à cette époque, ça permettait ça. Le complexe, que l'on doit à l'architecte Josilevich, est né de la pression de la jeunesse locale qui, jusqu'alors, apprend à nager dans la Baïse juste à côté. Mais, car il y a un mets de taille, le terrain est en zone inondable. Les bassins sont submergés, peu avant l'inauguration en 1969.
Dès lors, l'entrée se fait à l'étage. Fermée à la fin de l'été 2004, la piscine du Batardeau a laissé sa place un peu plus haut au centre aqualudique, l'Udina. Alors des piscines, des châteaux, des anciennes filatures comme ici, des sites naturels, c'est notre patrimoine matériel. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Sachez que le repas gastronomique des Français est considéré comme étant à préserver depuis 2010 par l'UNESCO. En Occitanie, on est plutôt servi. Allez, on va jouer un petit quiz avec Nicolas. Nicolas, je mets les entrées sur la table. Tilleul de Sète, huîtres de Bouzigue et petit pâté de Pézenas. Eh ben moi, je vous mets l'aligot de l'Aubrac et allez, le melon du Quercy au magret. Allez, je rajoute la brandade de morue de Nîmes, la gardienne de taureau camarguaise ou bien les bols de picolas catalanes. Et moi, les tripous du Rouergue et un petit peu de foie gras, bien sûr, décliné à toutes les sauces. Alors, il y a aussi, bien évidemment, Philippe, le fameux cassoulet de Castelnaudary, incontournable. Et d'ailleurs, c'était Castelnaudary qu'on part tout de suite pour retrouver Jean-Michel Escafre, qui est au lycée agricole de Castelnaudary, à la recherche d'un patrimoine gastronomique disparu. Et le lycée ouvre ce week-end des ateliers culinaires, notamment, Jean-Michel, autour des légumineuses. Oui, les légumineuses. Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser, d'après ce qu'on voit derrière moi, qu'aujourd'hui, le patrimoine, c'est cette bâtisse de la fin du 18e. Eh bien non, le patrimoine, il est là, je vous le montre. Ce sont ces légumineuses, des pois chiches qui viennent du Lauragais. Et on apprend, pois chiches par exemple, il y a aussi le fameux haricot lingot qui rentre dans la composition du cassoulet. Et on apprend aux futurs agriculteurs finalement à se servir de ces ingrédients, des légumineuses. Bonjour Vincent Géano, vous êtes enseignant ici et c'est ce qu'on apprend finalement aux élèves ici, c'est de leur dire vous pouvez planter autre chose aujourd'hui ? Exactement. Alors en fait sur le lycée agricole on a une exploitation agricole sur laquelle on fait avec les élèves, on voit la culture donc de ces légumineuses. Sur Castelnaudary évidemment il y a le lingot que l'on cultive qu'on cultive sur l'exploitation, les pois chiches également et après derrière c'est un support qui va nous permettre de suivre ces cultures et d'apprendre à nos élèves à cultiver plus tard chez eux sur leur exploitation ces mêmes légumineuses. Lauragais, on parle beaucoup de blé, on parle beaucoup de colza, de tournesol, mais sur un plan agronomique, il préserve la terre. Ça, c'est intéressant. Oui, alors ça, en dehors de l'avantage des légumineuses sur l'alimentation, il y a évidemment tout aussi pour les futurs agriculteurs, enfin les futurs professionnels agriculteurs, c'est l'intérêt agronomique des légumineuses que l'on met en avant évidemment sur l'amélioration des sols, sur l'amélioration de la nutrition des plantes, notamment en azote. Évidemment, on travaille sur tout ça, oui. Eh bien, merci beaucoup Vincent Géano. Ici, il y a 260 élèves qui apprennent les métiers de l'agriculture, mais aussi de l'aménagement paysager. Et puis, il y a aussi une cuisine avec un chef cuisinier. Et le défi, c'est de créer des plats entièrement à base de légumineuses. Alors, pois chiches, haricots, pois cassés. Bonjour Jacques Parère. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les légumineuses ? On peut faire beaucoup de choses. Là, par exemple, on vous a fait un hamburger à base de pois chiches, un pain à base de pois chiches, de l'agneau du lycée, des petites tomates du lycée, de notre jardin bio, bien sûr. Et puis, on met du fromage de chèvre et bien sûr, de la chantilly d'ortie. Et on fait plein de choses. Le 4 octobre, on a un menu complet à base de légumineuses, des quenelles à base de haricots, des petites boules à base de pois chiches, des cannelés aux haricots rouges et une chantilly avec un jus d'haricots rouges. On prend des haricots rouges, on les fait cuire dans le jus de pomme, un peu de miel et on fait des cannelés avec. Parce que ça fait du bien. Donc le 4 octobre, alors c'est pas pour le grand public, il faut le dire. Ce sera destiné. C'est vraiment un séminaire pour voir si on peut mettre ce genre de recettes déjà dans les lycées agricoles et après les mettre dans plusieurs établissements de l'éducation nationale, déjà dans l'Occitanie déjà. Merci beaucoup Jean-Jacques Parère. Eh bien, pour passer simplement de l'Aude aux Cévennes, je dirais haricots verts à soie. Philippe. Excellent jeu de mots, merci Jean-Michel et bonne dégustation. Allez, je vous emmène maintenant à l'école, mais une école particulière. Nous sommes au cœur de l'histoire, au cœur d'un château. C'est à Bioul dans le Tarn et Garonne. On suit les guides de France 3, Odile de Becker et Jacques Levé. Le cœur de Bioul bat dans son château fort, une demeure construite à la fin du XIIIe siècle par l'illustre famille Cardaillac, proche des rois de France. Il est classé depuis 1991.
Il est exceptionnel parce qu'il conserve beaucoup de dispositions médiévales, hein, que ce soit les échauguettes qu'on voit en haut, hein, parce qu'il y avait les crénelages. On voit aussi qu'il y a des systèmes défensifs qui sont encore en place. Mais surtout, ce qui est exceptionnel, c'est les 15 fenêtres géminées qui donnent sur l'Aveyron, voilà, qui en faisait un château de plaisance médiéval du XIIIe siècle exceptionnel. Gabriel Serra est le maire de Bioul. Il nous entraîne dans l'aile méridionale du château, là où va sa préférence. La salle des chevaliers de garde, tapissée de riches décors peints du XVIe siècle, chichement préservés. Les peintures d'époque jouent les trompe-l'œil. Grands drapés, tentures plissées, décors de Simès partiellement restaurés. Tout cet apparat accueille depuis 1889 l'école communale. Des ribambelles de gamins s'égayent dans la cour. Inconscients aussi peu d'apprendre à lire, écrire et compter dans un cadre exceptionnel et insolite. On fait les cours d'histoire ici, on est déjà arrivé de descendre au souterrain, de monter au premier étage, de voir les peintures, on explique les fenêtres à meneaux, on allait en face sur l'île pour voir la partie en pierre, les sous-bassements, la partie refaite, ce qui date du Moyen-Âge, ce qui a été refait, enfin le cours d'histoire à proximité. L'attachement à ce château, école unique en son genre, est bien réel, au point qu'aujourd'hui 2 classes supplémentaires attendent d'être relogées dans les lieux, un projet d'envergure porté par Gabriel Serra. Bien voilà, c'est dans cette grande pièce que nous voulons faire 2 classes qui vont être magnifiques parce qu'avec une grande superficie, avec 2 fenêtres, il y aura des puits de lumière qui viendront éclairer des parties un peu plus obscures. Les travaux de rénovation débutent à la rentrée prochaine. La livraison est prévue pour mars 2019. Retour à Toulouse en direct devant le Dôme de la Grave. Laurent Roturier nous a rejoint. Bonjour, directeur régional de la DRAC, la direction des affaires culturelles. Alors combien de lieux culturels justement historiques ouverts dans notre région Occitanie à l'occasion de ce week-end ? L'Occitanie est une toute première région de France par la richesse de son patrimoine. 4900 monuments sont protégés et nous avons recensé plus de 2000 ouvertures, dont 250 pour la première fois ici en Occitanie. Le public qu'on voit ici à côté de nous, qu'est-ce qu'il recherche ? Est-ce que c'est comme le Dôme de la Grave, juste à côté, des lieux exceptionnellement ouverts, des lieux rarement ouverts ? C'est une des grandes occasions de l'année pour exprimer sa curiosité. Le public aime bien voir des lieux qu'il connaît déjà, découvrir peut-être des aspects qui ne sont pas montrés, mais il aime aussi aller sur des lieux un peu nouveaux, un peu différents, un peu insolites, dans la dimension patrimoniale qui n'est pas uniquement des pierres anciennes. Et ces lieux, on va continuer de les feuilleter. Vous restez avec nous, Laurent Ruturier. On fait une pause. À propos de vieilles pierres, on en parlait il y a un instant, nous allons aller en Lozère, au château de Calberte. C'est un château qui est au cœur des Cévennes et vous allez voir qu'il a été restauré par des propriétaires littéralement passionnés depuis pratiquement un demi-siècle. C'est un reportage d'Ophélie Lepivert et Yannick Leternier. Isolé au cœur des Cévennes, niché sur son piton rocheux, le château de Calberte. Aujourd'hui, l'édifice a retrouvé son aspect d'antan, mais ça, c'est grâce au travail acharné de la famille Darnas. Pendant 50 ans, ils passent vacances et week-ends à restaurer pierre par pierre des ruines abandonnées depuis plus de 6 siècles. Alors la tour, elle était perforée de part en part à l'origine, donc en fait elle a été remontée pratiquement tout son premier niveau. Le rez-de-chaussée était conservé, le premier niveau restauré. Une tour perforée, des bâtiments écroulés et une végétation envahissante. Pas de quoi décourager cette famille de Lyonnais, devenue propriétaire par un coup du sort, un cadeau d'un ami de la famille. Mais attends, c'est pas M. Salençon ça ? Si, bien sûr que si. C'est M. Salençon. Ah, c'est celui qui nous a donné le château. Un anarchiste condamné, gracié suite à l'intervention du grand-père. J'ai eu l'impression, en venant ici, de découvrir une source qui me manquait. C'est difficile de pouvoir l'expliquer davantage, mais j'ai vraiment eu un choc. Tout de suite, j'ai été en osmose avec le lieu. La nature, les torrents, ce côté insulaire de ce piton. Un coup de foudre de Daniel Darnas pour l'édifice, mais la tâche s'annonce ardue. Pas d'électricité, pas d'eau et la route à 500 mètres. L'homme pensait restaurer le domaine en une quinzaine d'années. Il en mettra 50.
il fallait tout apporter, le ciment, l'eau, la nourriture. Si vous voulez faire votre vaisselle, il fallait descendre à la rivière parce que l'eau pèse plus que le petit assiette en plastique. Hein. Alors, c'était toute une organisation pendant des années qui n'était pas très simple. Hein. Aujourd'hui, la famille Darnas partage le résultat de son travail aux visiteurs estivaux. Des visites guidées sont ouvertes aux courageux qui s'aventurent jusqu'en haut de ce piton rocheux. Spéciale journée du patrimoine en direct sur France 3 Occitanie. Le patrimoine, Laurent Roturier, c'est l'État, le ministère de la Culture que vous représentez, mais on vient de le voir, ce sont aussi des particuliers, souvent des passionnés. L'État a en charge de veiller à la protection de son patrimoine, à l'entretien et à sa transmission. Mais les propriétaires sont aussi bien des particuliers que des collectivités publiques, mais c'est toujours des passionnés qui s'engagent pour restaurer ce patrimoine, le remettre en état, parfois y faire des travaux très importants, pour lesquels évidemment nous les accompagnons à la DRAC, et ensuite pour le transmettre aux générations qui viennent. L'idée de ces journées, voire le défi, c'est quoi? C'est d'aller au-delà de ces 2 journées justement et de faire revenir ou venir le public tout au long de l'année dans les lieux historiques. Oui, les journées du patrimoine ont commencé en 1984. C'est un succès qui ne se dément jamais. Je crois que dans cette époque de changement, de bouleversement, le public, les citoyens, les Français ont besoin de se réapproprier leur histoire. Et le patrimoine, c'est ce que nous avons hérité et c'est ce que nous allons transmettre. Et ces journées sont là pour ça, pour le rappeler. Est-ce que vous, personnellement, vous avez des coups de cœur à nous recommander, des lieux à visiter absolument dans l'ex-région Midi-Pyrénées ou l'ex-région Languedoc-Roussillon? Il n'y a plus qu'une seule région, l'Occitanie, et des coups de cœur, il y en a beaucoup. Mais je voudrais évidemment rappeler le travail que l'on fait dans les 2 DRAC, dans les 2 anciennes DRAC, qui sont des hôtels particuliers magnifiquement restaurés. Et puis, nous étions hier en Tarn-et-Garonne pour ouvrir les journées patrimoine à Montpezat-de-Quercy, dans la collégiale, où des tapisseries magnifiques ont été restaurées. Et puis, demain matin, dimanche, très tôt, à 6h du matin, le chanteur Cali sera à Rivesaltes, au camp de Rivesaltes, pour une performance absolument exceptionnelle. Eh bien, on invite le public à s'y rendre. Laurent Roturier, merci. Je crois que Philippe Sens, à Saint-Jean-du-Gard, a une question à vous poser à propos du patrimoine immatériel et de la musique régionale. Philippe. Oui, Laurent Roturier, dans le patrimoine immatériel mondial UNESCO, il y a les chants corses, il y a aussi les traditionnelles fest-noz bretonnes. Quelle est la politique de la DRAC concernant nos musiques et nos danses traditionnelles régionales ? La politique de l'État et du ministère de la Culture est de soutenir évidemment l'ensemble des manifestations qui ont trait au patrimoine, et ceux que vous évoquez font partie de notre patrimoine. On travaille beaucoup en Occitanie, par exemple avec Perpignan, autour de la rumba catalane. Ici à Toulouse, avec le conservateur occitan des musiques et danses traditionnelles, pour en avoir une approche moderne, non pas tournée vers le passé, mais d'intégrer ces chants, ces danses, ces musiques aux pratiques d'aujourd'hui et notamment aux pratiques de la jeunesse. Merci Laurent Roturier d'être venu en direct sur France 3 Occitanie dans cette émission spéciale Journée du patrimoine. Et justement, nous partons dans les Pyrénées-Orientales. Vous avez parlé de la rumba catalane, c'est la sardane dont nous allons parler maintenant. Plus de 300 danseurs à Céré cet été à l'occasion du 60e festival de la spécialité. Sébastien Girard et Manon Bazerque y étaient pour esquisser quelques pas de danse. C'est une institution du monde culturel catalan qui célébrait son anniversaire ce week-end. Le Foment de la Sardane de Céré a fêté ses 60 ans. Militant de la première heure, Jo Vidalou continue de transmettre sa passion, toujours avec la même énergie. C'est quelque chose à défendre de la sardane. C'est la culture catalane, c'est l'identité catalane. C'est vraiment magnifique la sardane. Ce n'est pas une danse ordinaire. Depuis l'été 1958, le Foment de la Sardane de Céré organise son concours. Une compétition très sérieuse qui compte pour le championnat de Catalogne. Les membres du jury observent et notent notamment la manière dont les danseurs interprètent chaque sardane. On regarde plutôt l'élégance, l'homogénéité, la légèreté. Puisque la sardane, c'est un rythme vertical et c'est ce qui compte le plus, que la colle soit légère et homogène. Voilà. Le public averti des arènes de Céré a accordé 2 oreilles à la coble La Principal dans Llobregat, qui a été impeccable samedi soir. Pour clore ce 60e concours, les 300 danseurs ont offert une sardane de Germano exceptionnelle qui restera dans les mémoires.
Alors danse, mais aussi musique dans notre patrimoine immatériel, comme les chants occitans. Bonjour Christian Salès et Jo, le papa du groupe OC comme Occitanie. Christian Salès, né, si j'ai bien compris, dans une tradition musicale occitane. J'ai la chance, en effet, d'avoir appris l'occitan et les chants traditionnels occitans avec mon père, avec Jo, en parlant occitan à la maison. Et ensuite, me tourner vers la création plus large pour m'adresser à un public plus large. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune, entre guillemets, d'aujourd'hui, va plutôt vers la chanson occitane que vers le rock traditionnel ou le rap ? C'est la prise de conscience que nous avons une richesse avec la culture occitane, avec notre patrimoine matériel et immatériel, ce que vous avez présenté toute la journée, une richesse à partager avec le monde, parce que cette richesse peut aider beaucoup de gens à vivre et à rêver, et on a bien besoin de ça aujourd'hui. Alors on va écouter ce que ça donne, parce que c'est des chansons occitanes qui sont revisitées aussi avec des instruments traditionnels, mais aussi avec des instruments d'aujourd'hui. Extrait du spectacle Lumina du groupe OC, c'était à Carcassonne, dans la cité de Carcassonne cet été. Alors Jo, vous êtes le papa, vous êtes juste derrière dans le groupe sur scène, vous jouez d'un instrument traditionnel. Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ces chants que vous entendiez tout petit, mais revisités de manière moderne ? Mais pour moi, c'est une énorme satisfaction. Et les images qu'on voit dans la transmission ce sont des images qui parlent. Ça évoque pour moi quelque chose de formidable. Vous parlez des images vidéo numériques, et c'est ça qui sont projetées derrière avec le bestiaire des animaux occitans. Tout à fait. C'est quelque chose que je vis d'une façon formidable. C'était nécessaire parce que finalement, parfois l'occitan ou les chansons occitanes, ça tombe un peu en désuétude. C'est nécessaire de les, on va dire, les relooker un petit peu pour transmettre aux plus jeunes. Oui, mais ça renaît parce que l'occitan, c'était un peu perdu. Autrefois, un laboureur s'adressait aux chevaux en occitan. Maintenant, celui qui fait de l'équitation, il parle français au cheval. Donc, ça s'était un peu éteint. Christian, rapidement, est-ce que vous êtes aidé par les DRAC ou pour défendre ces chansons ? Aujourd'hui, nous sommes à 100% autonomes, hein. C'est-à-dire c'est notre public qui vient nous voir en spectacle, qui achète nos CD, qui nous soutient dans nos créations. Parce que nous faisons des créations, Jo écrit des textes en occitan, j'écris les musiques, en plus des morceaux que nous reprenons du patrimoine naturel. Merci. Si vous voulez en savoir plus sur le groupe d'OC, eh bien, un site, c'est groupe-oc.com. Voilà, se termine en quelque sorte ce voyage à travers les 13 départements de notre grande région Occitanie en direct. Nous avons fait vivre ce patrimoine. J'espère qu'on a contribué à vous donner envie d'aller l'écouter, le voir, le découvrir, le perpétuer aussi. Profitez de ce week-end pour venir visiter à l'avant-première cette Maison Rouge, musée des Vallées Cévenols, qui est ouvert exceptionnellement, tout comme d'ailleurs du côté du Dôme de la Grave, Nicolas. Et oui, ce dôme de la Grave qui est ouvert exceptionnellement au public jusqu'à demain. Profitez-en parce qu'après il sera en travaux au moins jusqu'en 2020. Donc venez le visiter cet après-midi ou demain. Cette émission spéciale patrimoine est terminée, mais je vous invite à consulter l'ensemble des sites ouverts sur notre site web occitanie.france3.fr avec toutes les infos sur ces journées du patrimoine. Merci de nous avoir suivis. Vive le patrimoine en Occitanie. Très bel après-midi sur France 3. Et puis encore une fois, consultez notre site internet avec toutes les idées de visite dans notre grande région, dans les 13 départements pour cette journée de samedi. Et bien sûr, demain, dimanche, le week-end du patrimoine se poursuit sur France 3. Merci encore et à bientôt. Bon après-midi. Bon après-midi à tous.